Et voilà. Alors, bonjour à tous. Je vois que nous avons déjà quelques personnes de connectées. N'hésitez pas à profiter du chat pour vous présenter, voilà, pour commencer un petit peu notre événement. Nous sommes ici pour le webinaire du concours Ancre ton énergie sur la partie énergie du concours avec donc nos deux invités qui vont nous expliquer la transition énergétique. Donc moi, je suis Estelle Daera, je suis de Mobidis. Donc Mobidis, c'est une start-up nantaise qui propose des livres numériques dans un format accessible à tous et notamment aux 10. Et donc on propose différentes bibliothèques qui sont accessibles à nos publics. Et donc l'une de ces bibliothèques est la bibliothèque Sondo, qui est donc celle pour les collèges. Et donc avec l'équipe de Sondo, nous proposons en ce moment un concours d'écriture, donc qui est le concours d'écriture Ancre ton énergie, un concours d'écriture de nouvelles sur la thématique de l'énergie. On propose ce concours en partenariat avec J'apprends l'énergie. Et donc, je vais laisser nos invités nous présenter J'apprends l'énergie. Bonjour, moi je suis Nella, ambassadeur J'apprends l'énergie. Je te laisse te présenter Ezekiel et puis après je présenterai J'apprends l'énergie. Oui, merci Nella. Donc moi, Ezekiel, je travaille aussi comme Nella pour Engie et je suis aussi ambassadeur de J'apprends l'énergie. Juste en un mot, en fait, je travaille dans l'entité Afrique et Moyen-Orient de Engie. Je suis ingénieur d'affaires, développeur de projets gaziers et d'énergie renouvelable. Et en tant qu'ambassadeur, j'interviens soit dans les forums d'orientation de J'apprends l'énergie, où on va au contact des collégiens et des lycéens pour les aider dans leur choix d'orientation, et puis dans ce genre de séminaire, en fait, où on présente un peu plus nos métiers et l'environnement dans lequel on travaille. Ok, merci Ezekiel. Alors, donc moi je suis également experte en expérience client, pour la B2C de Engie, où on s'occupe des clients professionnels. Là, j'agis en tant qu'ambassadeur, donc on a tous un rôle bénévole, entre guillemets, dans ce dispositif qui se veut entièrement pédagogique, gratuit. Et la vocation de ce dispositif, c'est de sensibiliser un peu à l'énergie, aux enjeux, aux opportunités, et surtout dans le contexte de la transition énergétique. On a un site sur lequel vous pouvez vous appuyer. Nous, on s'y rassemble beaucoup. Vous pouvez y trouver plein de ressources téléchargeables. C'est J'apprends l'énergie. Hop, vous trouverez le lien sur le chat et vous y trouverez tous les supports et les ressources qui seront abordés lors de ce webinaire ou pour d'autres webinaires. Vous avez aussi la possibilité de vous y inscrire pour y accéder et puis de programmer des rendez-vous avec nous, ambassadeurs. On est plusieurs sur toute la France pour intervenir et vous présenter tout ce qui concerne l'énergie. Je te redonne la main, Ezekiel, pour parler de J'ancre ton énergie. Peut-être on peut vous présenter ce qu'on a prévu pour cette heure dont on dispose, donc dans le cadre de J'ancre l'énergie. On voudrait d'abord, alors on ne sait pas trop évidemment quelle est votre connaissance de la transition énergétique, donc on va essayer d'être assez pédagogique. On voudrait d'abord en introduction vous présenter un petit film. Ensuite, on a une présentation un peu plus détaillée pour vous montrer qu'est-ce que c'est aujourd'hui que cette transition dans laquelle on est. Évidemment, l'idée, c'est d'avoir quelque chose le plus interactif possible. Donc, vous pouvez, il y a un chat où on peut poser ses questions au fil de l'eau. Et puis, soit on va les prendre au fil de l'eau, soit on va de toute façon réserver aussi un temps pour la discussion. Donc, si ça vous convient, peut-être on va commencer par un petit film de synthèse qui introduit ce sujet de la transition énergétique. La transition énergétique correspond au passage de cette époque à cette époque. Alors oui, c'est un peu exagéré. Mais c'est pour que vous compreniez bien la transition énergétique correspond au passage de cette époque les énergies à renouvelables, cette époque. tout le monde en a entendu Alors parler. oui, c'est un peu Les éoliennes, exagéré. les panneaux solaires, Mais la biomasse.
Dorénavant, c'est d'abord au niveau local qu'elle se développe pour produire une énergie verte au plus près de l'endroit où elle est utile et en prenant en compte les ressources locales. Raccordées à des réseaux de chaleur, elles permettent déjà d'alimenter de nombreuses agglomérations françaises. Par exemple, à Balma, dans la banlieue toulousaine, une chaufferie bois associée à du solaire permet de chauffer tout un écoquartier. Génial, non? Et en plus, ça crée des emplois dans la région. Pourtant, l'énergie la plus économique, c'est encore celle que l'on ne consomme pas. Mais oui, aujourd'hui, vous faites tous attention à votre consommation d'énergie, pour le bien de la planète et aussi pour celui de votre porte-monnaie. Cela s'appelle l'efficacité énergétique. C'est le métier de milliers d'hommes et de femmes en France. Ils travaillent chaque jour pour optimiser la consommation d'énergie des écoles, des bureaux, des centres commerciaux, et désormais, ils utilisent des outils numériques super innovants. C'est l'époque des smart grids, des compteurs électriques intelligents, des outils de gestion plus performants. Le monde, l'énergie bouge. Alors bougeons ensemble! Bon allez, on se calme. On se calme. Dehors, sortez. Bon, regardez ces bureaux. À première vue, rien de particulier. Pourtant, chaque salle est équipée de fenêtres bien isolées, les consommations sont relevées, surveillées et pilotées en temps réel par des professionnels de l'efficacité énergétique. Pour ce cinéma, ici, ce sont des capteurs de présence que les équipes ont proposé d'installer. Bah oui, inutile de chauffer une salle vide. La transition énergétique, c'est vraiment l'affaire de tous. Pour que chaque personne soit impliquée, il faut sensibiliser, montrer des petits films par exemple, faire visiter les usines de production d'énergie. Bref, c'est aussi de nombreuses conférences dans les écoles où la sensibilisation des plus jeunes est primordiale. Et non Martin, on n'ouvre pas la fenêtre dans une salle qui est chauffée. Tous ces éco-gestes, ces éco-conseils doivent entrer dans nos habitudes. Parce que sans consommateur, on ne relèvera pas le défi de la transition énergétique. Voilà, j'espère que tout le monde a pu voir et entendre. Il y a un tout petit bug sur le son, mais c'était, je pense, assez clair pour faire cette introduction. Et pour essentiellement, en fait, dire que on va vous montrer, je pense que vous avez tous entendu parler de la transition énergétique, mais qu'est-ce que ça veut dire, en fait, dans la vie de tous les jours en tant que client et dans nos actions en tant qu'entreprise. Vous allez voir, ça se décline surtout autour de deux piliers. Le fait de consommer moins d'énergie, de consommer mieux d'énergie et d'avoir une énergie plus respectueuse de l'environnement. Et on va essayer de vous montrer également que ça se traduit par plein d'actions. Il y en a quelques-unes qui étaient illustrées dans ce petit film pour bien toucher du doigt de quoi on parle. En fait, il y en a des centaines, voire peut-être des milliers qu'on va essayer de montrer. Peut-être il y a déjà des réactions ou des questions après ce film. N'hésitez pas, surtout le chat est pour ça, est là pour ça. Faut pas être timide pour intervenir un petit peu. Alors, on a quelqu'un qui est en train de poser une question. C'est vrai que c'est un mot, c'est un terme qu'on entend souvent à la radio, enfin un peu partout. Pas de question. Donc, la transition énergétique, ça interpelle. C'est un mot qu'on entend souvent, mais on ne sait pas trop, ce que c'est encore. Donc, on va le montrer. Alors, est-ce que le partage d'écran fonctionne? Très bien. Très Oui. bien. Alors, on va essayer. D'une part, il y a plusieurs mots, la transition énergétique. Peut-être vous avez entendu parler de la transition écologique qui est plus large. On va se focaliser sur l'énergie puisque c'est le métier, enfin les métiers tous les jours d'Engie, produire de l'énergie, la rendre disponible pour ses clients, les clients qui peuvent être soit des clients particuliers dans leur maison, leur appartement, ou des clients professionnels, des petits professionnels ou des grands professionnels. Transition, ça veut dire qu'on va passer en fait de quelque chose à quelque chose, d'un état à un autre état. Ça, c'est le premier mot. Donc, c'est l'idée d'une transformation. Et le point de départ aujourd'hui, donc c'est une énergie dans le monde, pas seulement en France, mais une énergie dans le monde qui est massivement fossile, c'est-à-dire soit du charbon, soit du pétrole, soit du gaz naturel. Et l'une des conséquences, évidemment, je pense que tout le monde le sait, d'utilisation des énergies fossiles, c'est l'émission de CO2, donc de dioxyde de carbone, avec des effets très négatifs sur le climat. Et donc des pays qui se sont donnés
des objectifs de réduction de leurs émissions de CO2 pour protéger, in fine, l'environnement. Alors, on n'est pas aujourd'hui totalement dépendant de ces énergies fossiles, hein, puisque on a d'autres alternatives déjà qui se sont développées il y a longtemps avec l'énergie nucléaire et également certaines énergies renouvelables, en particulier autour des barrages, hein, c'est l'énergie hydraulique. Mais on est quand même aujourd'hui encore massivement dépendant de ces énergies non renouvelables qui constituent en fait un modèle de développement non soutenable. Donc on met l'accent à tous les niveaux, les entreprises, les collectivités, les gouvernements, les particuliers, etc., sur le développement de sources d'énergie renouvelables. Et évidemment, elles se développent. Donc, c'est ça qu'on appelle une partie de la transition. Elles ont beaucoup plus d'intérêt que les énergies fossiles, puisque d'une part, elles sont inépuisables, et d'autre part, elles sont beaucoup plus respectueuses, moins polluantes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun impact, hein, bien sûr, mais elles sont moins polluantes que les énergies fossiles. Elles sont encore trop peu exploitées, c'est vrai, mais elles sont sur une période, enfin une phase de croissance extrêmement forte. Est-ce que on peut déjà vous donner peut-être un peu la parole sur ces énergies renouvelables qu'on va regarder, si vous avez déjà des idées de ce qu'elles sont et de comment elles se développent? Est-ce que vous connaissez des centres de production en énergie renouvelable? Est-ce que vous pourriez nous citer quelques centres de production? Le solaire, oui, avec les panneaux. Qu'est-ce que vous connaissez d'autre, par exemple, qui utilisent le vent? Oui, les éoliennes, on a des éoliennes terrestres, on a des éoliennes marines aussi. Qu'est-ce que vous pouvez avoir d'autre, par exemple, avec le bois, avec les déchets? La biomasse, tout à fait. Bon, bah, c'est bon. Oui, Vous êtes écoutez, déjà sensible, vous êtes déjà sensibilisé, vous connaissez, voilà, la méthanisation. Oui, tout à fait. On y met les déchets verts, ça crée un gaz, et on peut faire du biogaz et de l'électricité avec les centres de méthanisation. Vas-y, Ézéchiel. oui, on avait en fait, on va regarder ça dans le détail, hein, j'avais laissé le slide en vue pour vous montrer, là, il y a les 5 pictogrammes où en plus, en fait, on avait mis la photo de la Terre, la chaleur de la Terre, on exploite la chaleur de la Terre via la géothermie, qui est quelque chose d'un peu plus confidentiel, hein, que le solaire et l'éolien, mais qui est aussi quelque chose qui a énormément d'intérêt selon les endroits où on va se trouver. Donc ça, c'est simplement un résumé, mais pour fixer un petit peu les choses, pour vous montrer la part des énergies renouvelables aujourd'hui. On disait ça se développe, mais c'est encore trop peu, 10% dans le monde sur l'ensemble de nos usages. Et nos usages, c'est pas uniquement la production d'électricité, hein, c'est aussi beaucoup d'autres choses, les déplacements, par exemple, le chauffage, etc. Donc, globalement, aujourd'hui, 85% d'énergie fossile et 10% d'énergie renouvelable. Vous voyez, c'est un déséquilibre qui est important et qu'on essaie justement de changer parce que c'est nécessaire et vital dans un contexte en plus où, au niveau mondial, la demande en énergie augmente. Pourquoi? Parce que, en fait, d'une part, la population augmente, et ensuite, on a beaucoup de nouveaux usages. Et malgré donc l'efficacité énergétique, globalement, nos besoins en énergie augmentent. C'est aussi, évidemment, c'est moins le cas dans les pays développés comme l'Europe ou l'Amérique du Nord, mais il y a un effet de rattrapage également dans d'autres pays. Moi, je travaille sur l'Afrique. Il faut se dire, par exemple, qu'en Afrique, il y a plus de la moitié de la population qui n'a pas encore accès à l'électricité. Donc, on développe l'électrification et ça contribue évidemment aussi globalement à augmenter les besoins en énergie. Alors, si on veut répondre à ces besoins en énergie en continuant uniquement à se baser sur des énergies thermiques fossiles, évidemment, on court à la catastrophe. On est face à un problème donc majeur du réchauffement climatique parce que, voilà, c'est ce que je disais, plus d'habitants, plus d'énergie consommée, notre modèle n'est pas durable. On doit agir
à tous les niveaux pour réduire notre impact sur le climat. Alors, je te passe la parole, Ed. Alors, à titre d'information, c'était pour donner un chiffre. La France s'est engagée à réduire ses gaz à effet de serre de 40% d'ici 2030. Voilà, ça c'est pour donner un petit chiffre quand même. Je te redonne la main, Ézéchiel. Merci, mais c'était simplement pour cette question, c'est un petit peu ludique en fait, hein, le réchauffement climatique, je pense qu'on en a entendu parler, il y a même des films qui en ont parlé, alors soit des films, soit plutôt des documentaires qui ont eu pas mal d'écho, soit aussi des films un peu catastrophes, malheureusement, qui essayent de figurer un peu le monde d'après si on ne fait rien. Donc voilà, on vous interrogeait là-dessus. Je ne sais pas si quelqu'un a des références en tête, sinon Oui, le jour d'après. Aurélie a cité le jour d'après. Il y en a aussi dans la science-fiction. Est-ce que vous avez d'autres idées de films qui parlent un peu de ces effets-là climatiques? Moi, j'ai pensé à Avatar. Avatar. Godzilla. Interstellar, oui. T'en avais d'autres, des exemples, Ézéchiel? Non, j'avais aussi le jour d'après et Avatar. Ouais. Après, il y a beaucoup de documentaires, effectivement. Il y a quelques années, j'ai d'ailleurs oublié le nom, c'est Al Gore qui avait fait un documentaire assez alarmiste, hein, finalement, au moment des accords de Paris. Ouais. Mais le nom m'échappe, en fait. Il y avait des documentaires comme Demain aussi. Oui. Ouais. Il y a la marche de l'empereur aussi, avec le réchauffement quand même aussi. Là, c'est la disparition de la banquise. Il y a, il y a pas mal de petits documentaires, ou films. En tout cas, cette transition énergétique, elle s'inscrit au cœur de l'activité maintenant de toutes les entreprises qui sont dans l'énergie. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est vraiment via deux canaux. D'abord, c'est changer la manière dont on produit notre énergie pour avoir des énergies décarbonées, donc des énergies renouvelables. Ou alors, toujours avec, en France en tout cas, les questions autour du nucléaire, qui est aussi une énergie décarbonée, mais qui n'est pas renouvelable. Et puis, ensuite, c'est ce qu'on dit aussi, consommer mieux et consommer moins, c'est-à-dire finalement l'efficacité énergétique par tout un tas de mesures qu'on va regarder. Alors, ici, c'était un peu un schéma qui avait été fait par le GIEC. En fait, c'est ce groupement qui étudie l'impact de nos modes de vie sur le climat, qui est rattaché à l'ONU, en fait, et qui a tiré depuis longtemps la sonnette d'alarme sur le fait que nos modes de développement n'étaient pas soutenables et avait donc calé ce scénario qui expliquait que à l'horizon 2100, on doit limiter finalement le réchauffement climatique à plus 2 degrés par rapport au scénario de 2005 pour rester dans un environnement vivable, entre guillemets. Au-delà de ces 2 degrés, en fait, on court finalement à la catastrophe. Donc, les accords de Paris tendent à collectivement arriver à cette limitation du réchauffement. Le réchauffement global est là, il se poursuit, mais on veut limiter son ampleur et la transition énergétique y contribue. Alors les conséquences aujourd'hui du réchauffement climatique, je pense que tout le monde regarde le monde qui nous entoure. Elles sont évidemment très négatives. Vous avez des conséquences sur la multiplication, en gros, des événements naturels, la multiplication d'une part des vagues de chaleur et des vagues de froid aussi d'ailleurs, hein, des canicules, avec beaucoup d'impacts évidemment sur l'agriculture, des impacts sur la faune et sur la flore, sur la biodiversité, la fonte des glaces, je pense qu'on voit ça évidemment au pôle Avec le Nord, Mont Blanc. mais beaucoup plus près de chez nous, exactement, avec le Mont Blanc, et puis des impacts aussi sur la santé de toutes les matières vivantes, hein, pas seulement d'ailleurs, pas seulement l'homme, mais également les animaux, les plantes, etc.
Je vais un peu vite si vous voulez rajouter des choses, mais je pense que maintenant, il y a un consensus sur les conséquences très négatives du réchauffement climatique. Et là, si tu veux intervenir, n'hésite pas. Est-ce que vous avez des questions déjà par rapport à ça, des expériences, des choses qui vous ont marqué au cours de ces mois ou de ces dernières années par rapport aux conséquences du climat? Moi, il y a quelque chose qui me marque, par exemple, en habitant l'Île-de-France, c'est ces restrictions de circulation, par exemple. Est-ce que vous avez d'autres choses ou d'autres remarques comme ça? Vous pensez à des choses? On a des hivers moins rudes, oui, c'est vrai. Ça dépend où, parce que parfois la montagne, là, on le voit, les hauteurs de neige sont impressionnantes. Alors, Alors, si on poursuit, mais n'hésitez pas à continuer à intervenir. ouais, les catastrophes naturelles. Ouais, on va poursuivre. Pardon, cette transition énergétique n'est pas la première que l'humanité vit. On a eu déjà beaucoup de passages d'une énergie dominante à une autre énergie dominante. Simplement, on a aujourd'hui quelque chose qui doit aller plus vite parce que il ne s'agit pas simplement de changer de ressources parce qu'on va avoir une ressource qui va être plus efficace, mais c'est aussi parce qu'on doit changer de ressources pour réduire nos impacts sur l'environnement. Mais on avait illustré par exemple ici le passage du vent au fossile, qui avait déjà été, enfin l'ère du charbon et puis l'ère du pétrole, qui avait eu des changements majeurs avec un apport d'énormément de progrès également à nos activités. Alors ça, c'est sur l'état, un petit peu la situation, finalement, qu'est-ce que c'est aujourd'hui et comment on fait pour faire changer les choses. Alors, on va regarder avec vous trois choses, trois éléments importants pour faire changer les choses. Pour nous, on voit la transition énergétique qui se décline selon trois axes qu'on va regarder. Alors, le premier, c'est le changement de mode de production de l'énergie. On arrête d'utiliser du charbon, en gros, et on produit avec les énergies renouvelables. Le deuxième volet qu'on va regarder, c'est consommer mieux, consommer moins. Finalement, on peut avoir le même service en consommant moins d'énergie. Évidemment, il ne s'agit pas de vivre dans le noir ou de ne se déplacer qu'à vélo, mais on peut tout à fait avoir des services équivalents avec moins d'énergie. Et le troisième volet qu'on va regarder tourne plutôt autour des technologies, la numérisation également d'un certain nombre d'activités qui font que finalement, on peut rendre l'énergie intelligente. Alors la première partie, les modes de production. Donc aujourd'hui, on a 85% de l'énergie, en gros, qui vient du nucléaire, du charbon, du fioul, du gaz naturel. Elles sont assez diverses, ces différents modes de production, mais toutes ont des conséquences relativement négatives sur l'environnement en termes de CO2. Alors, ce n'est pas le cas du nucléaire, mais sur le nucléaire, il y a la question des risques et de la gestion des déchets, mais pour toutes les énergies fossiles, donc on émet du CO2, voire même beaucoup de CO2 quand on utilise du charbon, relativement modestement quand on utilise du gaz naturel, mais on a quand même du CO2. Et en plus, avec le charbon et les dérivés du pétrole, on a aussi d'autres éléments qui sont émis dans l'air, en particulier donc des particules fines qui conduisent plutôt à de la pollution locale par rapport à de la pollution globale. Le CO2, c'est un effet global, le reste est un effet plus local. Alors, il y a les restrictions de température, les restrictions de circulation à Paris. Ça, c'est vrai qu'on y est confronté de temps en temps. C'est rien du tout par rapport à d'autres conséquences qu'il peut y avoir, par exemple en Chine. Peut-être vous avez vu en début de semaine, il y avait des photos dans la presse de Pékin où en fait c'était tout jaune. On voyait un nuage jaune sur l'ensemble de la ville, et bon, c'est pas une petite ville, liée justement aux particules et au soufre qui sont dans l'air. Et la conséquence, c'est bien de ne pas pouvoir sortir de chez soi, de vivre avec un masque tout le temps, et pas à cause du Covid. Là, c'est plutôt parce que l'air est irrespirable.
Donc ça, c'est aujourd'hui ce qui a conduit le développement de nos économies et qu'on essaye justement de remplacer par ce qu'on a mis ici. Alors, il y en a un petit peu d'autres, hein, mais c'est 5 classes d'énergie renouvelables qui n'ont pas du tout la même dynamique, hein. Ça, il faut aussi être bien clair là-dessus. Il y a une énergie très ancienne qu'on utilise depuis très longtemps. Je pense que quiconque s'est un peu baladé en France a déjà vu des barrages, en particulier dans les massifs de montagne, donc dans les Pyrénées, dans les Alpes, sur le Rhône. Donc, on va utiliser la force motrice de l'eau. Et l'un des intérêts également des barrages, c'est le stockage, parce que finalement, les réserves d'eau, on peut choisir de les utiliser quand on veut. Donc, c'est un caractère important et favorable de l'énergie hydraulique. Simplement, la difficulté, c'est que quand on veut construire un barrage, on doit ennoyer une grande région. Et en France, on a déjà, en gros, utilisé l'essentiel du potentiel de développement de ces barrages. Donc, on a peu de relais de croissance, malheureusement, en France pour ça, mais ailleurs dans le monde, c'est une énergie qui continue de se développer. La géothermie, c'est aussi quelque chose qu'on connaît depuis bien longtemps. Vous avez sans doute tous vu en Islande la chaleur qui sort naturellement de la Terre. On l'utilise aussi depuis bien longtemps. Il y a des zones très particulières et très favorables pour ça, à petite échelle ou en grande échelle. On fait de la géothermie, des réseaux de chaleur en région parisienne, c'est à petite échelle. Il y a des pays, en particulier sur le rift africain, où c'est la zone mondiale où il y a le plus d'activité géothermique, où il y a un potentiel très très fort de développement. Les deux énergies néanmoins renouvelables qui aujourd'hui donc ont les taux de croissance les plus importants sont l'énergie éolienne, alors à terre ou en mer, les deux existent, et puis l'énergie solaire. Le seul bémol aujourd'hui qu'on peut apporter avec ces énergies telles qu'elles sont, c'est que ce sont des énergies intermittentes. Alors une énergie intermittente, ça veut dire qu'elle ne produit pas tout le temps. Il faut qu'il y ait du vent, sinon on n'a pas d'électricité en gros. Et pour le solaire, c'est la même chose. Il faut qu'il y ait du soleil pour qu'on ait de l'énergie. Alors il y a des solutions évidemment qui sont que on va maximiser l'orientation des panneaux solaires. On peut les coupler avec des systèmes de stockage sur le solaire qui peuvent être des batteries ou alors des systèmes solaires à concentration où on va garder la chaleur dans des selles, mais on n'a pas encore atteint aujourd'hui une énergie qui est disponible en tout temps et à un coût intéressant. Cela dit, les coûts baissent, ces énergies deviennent de plus en plus compétitives et donc elles s'installent de plus en plus dans le paysage de la production d'électricité ou d'énergie. C'est pas uniquement l'électricité, mais c'est essentiellement l'électricité, d'énergie dans nos pays. Et en bas de la présentation, on a un mot sur la biomasse qui est quelque chose aussi de très très large, hein. La biomasse, c'est la valorisation de végétaux, donc qui peuvent être soit des déchets de culture, soit des choses qui sont collectées, soit des végétaux qui sont cultivés à propos. Et on peut faire avec ça beaucoup de choses, en particulier donc des biocarburants. Quand on fait par exemple le plein de sa voiture, même si on achète du diesel ou alors de l'essence, en fait, on a automatiquement une incorporation de biocarburants dedans. Ça peut être aussi création de biogaz, qui peut être donc dédié à un petit réseau, ou alors injecté, c'est ce qu'on appelle le biométhane, sur les réseaux du gaz naturel que l'on exploite par exemple en France. Donc cette transition, en gros, c'est pour passer des sources d'énergie non renouvelables et polluants aux sources d'énergie renouvelables qui sont également, je le précise, des sources d'énergie beaucoup plus locales, implantées dans la totalité des territoires. Voilà, donc on a deux termes qui sont utilisés pour ça. C'est ce qu'on appelle le fameux mix énergétique où on mélange une ressource fossile avec une ressource renouvelable, verte, entre guillemets. Et maintenant, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous connaissez le terme être autonome? Est-ce que ça vous parle, le terme autonome? Est-ce que aujourd'hui, il serait possible ou il est possible, ou est-ce que vous avez à votre connaissance des villes ou des îles ou des pays qui sont autonomes en énergie, c'est-à-dire ils sont verts, ils produisent du vert et puis ils ne dépendent de rien.
Alors l'île Dieu, avec effectivement en partie avec les éoliennes. Bon, la première île qui est devenue autonome, c'est l'île del El Hierro aux Canaries, donc qui est devenue 100% autonome. Moi, je vous invite à voir les reportages euh, sur cette île, comment ils y vivent, et c'est une bonne source, on va dire, d'optimisme pour demain, notre manière de consommer aussi et de produire. Je te redonne la main, Ézéchiel. Merci. Alors, un bon moyen d'être autonome, c'est aussi de consommer moins. Donc ça, c'est le deuxième volet qu'on peut regarder. On n'est pas forcément dans le toujours plus. On développe aussi des solutions pour finalement consommer moins. Et cette idée de consommer moins, c'est de changer tous nos modes de consommation, de regarder, d'analyser tous nos modes de consommation pour voir si on peut économiser l'énergie pour avoir le même service. Alors, pour juste avant de regarder comment on fait, on pose un petit peu ici le poids de chacun des segments pour que vous vous rendiez compte, en gros, de comment l'énergie est consommée en France. Alors, le premier besoin d'énergie, alors ça date un petit peu, mais ça n'a pas changé, hein, c'est sur les transports, donc se déplacer, et pas seulement avec sa voiture, hein, évidemment, c'est l'ensemble des modes de transport, c'est aussi le métro, les avions, les trains, etc. Mais c'est d'abord évidemment les transports routiers et aériens avec des consommations qui sont largement, très très largement des consommations d'énergie fossile. Le deuxième segment, c'est le bâtiment en général, donc nos maisons, nos appartements, le secteur résidentiel, qui est lui évidemment très consommateur, et d'autant que c'est un segment qui a beaucoup d'inertie. Pour les voitures, vous voyez, par exemple, si on a des voitures qui ont une durée de vie de 10 ans, en gros, une voiture qui est d'aujourd'hui consomme nettement moins qu'une voiture d'il y a 10 ans. Et donc, en 10 ans, on fait beaucoup d'efforts. Un logement, évidemment, il a une durée de vie beaucoup plus longue que 10 ans. Donc, on doit intervenir plutôt dans des logements anciens et pas seulement dans les logements nouveaux pour faire des efforts sur la consommation énergétique des bâtiments. Le troisième segment, qui est le segment qui a le plus réduit sa consommation d'énergie, c'est l'industrie, parce que en fait, l'industrie, d'une part, ils sont plus incités à réduire les coûts, et d'autre part, en fait, ils ont eu, avant les autres, des obligations de faire des efforts en fait sur leur consommation. Et le dernier segment qu'on a mentionné, c'est le secteur tertiaire, sur lequel il y a aussi un volet très important, hein, c'est l'ensemble des bâtiments des services publics, par exemple les écoles, les administrations, les gymnases, etc. Plutôt pour des usages, là aussi, chauffage, voire climatisation. Donc sur l'ensemble de ces segments, on va essayer de déployer des solutions, et ces solutions, elles nous impliquent tous. Alors, on a ici fait quelques pictogrammes sur les fameux éco-gestes qui sont relativement parlants. Peut-être on peut en vous passer la parole pour un petit échange sur tous les éco-gestes qu'on peut imaginer pour, autour de nous, chacun dans notre vie, consommer moins, et encore une fois, sans vivre dans le noir ou se geler. Il ne s'agit pas de couper son chauffage pour consommer moins d'énergie, mais beaucoup de solutions existent. Donc, je ne sais pas si dans le chat, vous voulez mentionner des idées. Alors moi, je sais qu'il y a quelque chose qui a eu le vent en poupe il y a pas longtemps, c'est de pouvoir programmer le déclenchement de sa chaudière à distance. Ça permet de pas la laisser toujours allumée, et en plus, à partir de son smartphone, tout le monde a son smartphone avec lui. Pardon,
J'en mange mes mots. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme idée? L'eau de la douche, la couper quand on se savonne, le couvercle sur la casserole, éteindre les lumières sont des éco-gestes. Tout à fait, tout à fait. Il y a aussi la culture du zéro déchet. En fait, on est acteur de ce qu'on achète, de la manière dont on consomme. On est un peu moins consommateur entre guillemets, plus responsable des déchets qu'on génère. On essaye de recycler le cycle de vie des choses, la production aussi, ne pas laisser les appareils électroniques en veille, ouais. Il y a aussi éviter de prendre sa voiture sur des trajets qui peuvent être faits en vélo. Faire du covoiturage, ouais. Et en fait, on peut penser que ça n'est pas forcément immédiatement avec un impact sur l'énergie, mais si, même le tri des déchets peut faire d'une part en sorte qu'on va consommer moins d'énergie, ou la valorisation de ces déchets peut donner de l'énergie disponible. Donc c'est vraiment un ensemble d'éco-gestes qui sont tous à notre portée. Qu'est-ce que c'était? Je voulais passer sur ces questions. Peut-être on y reviendra après. Je cherche, excusez-moi, hein. Je cherchais le troisième point, parce que je vois qu'il nous reste une grosse vingtaine de minutes pour garder des questions. Donc l'efficacité énergétique, on n'a pas énormément abordé les solutions. En fait, peut-être en un mot, on peut dire que, en tout cas, au niveau du bâtiment, qui est le premier gisement d'économie, ça passe d'abord aujourd'hui par le remplacement des installations de combustion, donc des chaudières, mettre des équipements plus performants qui consomment facilement 20, 25 ou 30% de moins par rapport à des équipements plus anciens, donc pour avoir le même service, et puis limiter toutes les pertes globalement. Peut-être vous avez entendu parler, des fois on entend parler de passoire thermique, c'est-à-dire qu'on chauffe, mais on chauffe autant l'extérieur que l'intérieur. Donc cette efficacité énergétique dans les bâtiments, ça passe beaucoup par des solutions d'isolation. Alors les fenêtres, bien sûr, mais pas seulement les fenêtres, hein, c'est toutes les communications qui peuvent créer des ponts thermiques avec l'extérieur, donc le toit, les murs, le sol, etc. Et là, il y a un gisement énorme d'économie d'énergie. Alors ça passe aussi l'efficacité énergétique par développer, améliorer les appareils qui nous servent à nous chauffer. Par exemple, on parle beaucoup de l'évolution des chaudières au gaz, donc des chaudières qui sont plus économiques entre guillemets. Ça permet de consommer moins. Alors, il y a un troisième volet, mais qu'on n'a pas détaillé, mais qu'on va pouvoir détailler un tout petit peu en quelques minutes. C'est lié aux innovations. Et alors, dans le petit film, on parlait des smart grids et des smart meters. Tout d'abord, en fait, on essaye de faire prendre conscience aux consommateurs de la réalité de leur consommation. Et par exemple, enfin, je suis sûr que si on fait un sondage auprès de vous, si on vous demande combien est-ce que vous consommez chaque année d'électricité ou de gaz, et puis combien vous payez, finalement, certains d'entre vous ne seront pas du tout en mesure de répondre. Certains savent, mais on n'est pas tous conscients de notre connaissance, enfin de notre consommation d'électricité en énergie et en argent, en quelque sorte. Alors, l'idée en fait des compteurs communicants, c'est aussi finalement d'avoir la connaissance de sa consommation, donc de son impact personnel sur l'environnement pour agir sur cette consommation. Et avec le numérique, on est évidemment aidé puisque on a des consommations, on a l'information en continu des consommations et on peut donc déjà en avoir conscience et ensuite les fournisseurs développent des offres particulières
selon les profils de consommation de chacun et des offres particulières, surtout pour réduire ces consommations. Donc ça, c'est plutôt au niveau des compteurs. Et ensuite, au niveau des réseaux, il y a énormément d'innovations qui font que les réseaux deviennent des lieux, en quelque sorte, de croisement de l'énergie. En gros, dans le monde de départ, on avait des grandes centrales de production et puis des consommateurs de l'autre côté. Et en gros, voilà, on acheminait l'énergie, le gaz ou l'électricité des grands centres de production vers les grands centres de consommation. Aujourd'hui, tout à l'heure, Neila a parlé de l'autonomie. On peut tendre vers l'autonomie même des clients particuliers, où à certains moments, le particulier qui a installé des panneaux solaires sur son toit va être producteur, donc il va pouvoir injecter dans le réseau. À d'autres moments, il va être consommateur. Donc le réseau peut marcher dans différents sens pour, in fine, évidemment, toujours être équilibré, mais avec les solutions de stockage, le réseau prend plus d'importance. Simplement un lien entre deux zones, il est vraiment multidirectionnel avec la multiplicité du nombre d'acteurs. Ça peut aller d'ailleurs très très loin parce que on a par exemple aujourd'hui un développement de véhicules électriques qui se développe et qui tend à se développer de manière extrêmement rapide. On peut avoir des offres ou bâtir des offres où on va charger nos voitures électriques quand la tension sur le réseau est plus basse. Donc, en gros, les véhicules électriques vont se charger la nuit parce que c'est la nuit qu'on consomme moins d'électricité, donc on aura une énergie moins chère, et donc vous allez pouvoir être gagnant là-dessus. Et puis, vous pouvez même imaginer l'inverse dans une phase de tension importante pour ne pas qu'il y ait de rupture du réseau. Le réseau peut lui-même aller chercher de l'électricité qui est dans les batteries des voitures si les voitures ne servent pas, parce qu'en moyenne, une voiture sert à moins d'1 heure par jour. Et donc, pour ça, évidemment, il faut des réseaux intelligents qui soient capables de livrer ou d'enlever de l'électricité ou du gaz d'ailleurs, parce que ces réseaux intelligents existent aussi pour le gaz naturel avec le développement des gaz verts que sont le biométhane aujourd'hui, et puis peut-être, enfin, de manière certaine, même l'hydrogène dans quelques années, qui font que, en fait, on est sur un système qui est beaucoup plus complexe, mais plus vertueux. Voilà, je suis passé un peu vite sur ces derniers points. On avait je crois, il y avait un quiz avec des questions qu'on peut peut-être reprendre. Ou alors, je ne sais pas, mais là, comme si on peut déjà, de toute façon, peut-être prendre un volet de 2 questions après ces trois chapitres présentés. Voilà, si vous avez des questions, ce qu'on a voulu passer, c'est vous présenter ce que c'est que la transition énergétique avec les différents sujets porteurs pour donner de la source, des ressources, des idées par rapport à vos élèves, pouvoir les mobiliser sur l'écriture qu'il y aura demain par rapport à la nouvelle. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Est-ce que on a essayé de vous fournir en un jet le maximum de sources et de ressources? Est-ce que vous avez des questions, des idées, des précisions? Moi, j'aurais bien posé une petite question, ça inspirera peut-être la suite. Au sujet du numérique et donc finalement, en quoi la consommation d'énergie qui est liée au numérique, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être faites à ce niveau-là aussi? Par rapport à est-ce que les gestes qu'on fait sur les outils numériques sont pas forcément innocents ou neutres d'un point de vue énergétique, et donc est-ce qu'il y a des choses à faire à ce niveau-là? Alors, tout à fait. Ézéchiel, je ne sais pas si tu veux répondre. Moi, j'ai quelques idées dessus. Vas-y, réponds et puis je compléterai aussi. Il est vrai que ce que l'on a en accès derrière un écran, etc., en numérique, c'est stocké dans des data centers. Ces data centers, c'est de l'énergie aussi. Donc, il y en a certains qui sont alimentés, qui participent avec la récupération du CO2. On va alimenter, par exemple, le chauffage d'une piscine à côté, en fonction de si les régions sont positives ou pas, une démarche positive ou pas. Mais en tout cas, vos mails,
que vous ne lisez plus, supprimez-les. Videz vos spams, supprimez-les. Tout ce qui est conservé en archive alors que vous n'en avez pas l'utilité, c'est stocké dans des bases, dans des data centers, et donc ça pollue. Voilà, ça fait partie des premiers messages. En fait, aujourd'hui, les data centers et l'ensemble de nos usages de téléphonie ou ordinateurs, etc., c'est à peu près 5% maintenant des énergies, du mix global énergétique consommé, et c'est une croissance extrêmement, extrêmement forte. On pense que, en gros, d'ici 2025, ça serait autour de 10%. Et le développement de technologies comme la 5G, qui a évidemment des bénéfices, hein, mais en termes d'énergie, c'est très énergétivore. Donc, on doit aussi effectivement appliquer ces éco-gestes au numérique. Merci. C'est sans doute quelque chose aussi qui peut être intéressant à partager avec les élèves par rapport aux sensibilisations au numérique qui peuvent aussi rencontrer la sensibilisation à la transition énergétique. Je me posais aussi une autre question en rebondissant sur ce que vous avez dit, Neila, sur les déchets et sur tout dans les choses quotidiennes. Et est-ce que, pareil, cette histoire des déchets et peut-être de leur revalorisation, est-ce que ça peut avoir un rôle à jouer dans la transition énergétique? On vous entend pas. Votre micro est coupé. Eh oui, j'avais coupé le micro. Alors, désolée. Alors, tout à fait. Aujourd'hui, en tant que consommateur, on se doit d'être responsable. Donc, depuis l'achat, donc être sensible à la manière dont c'est conçu, dont c'est packagé, et puis prendre ce qui peut être, ce qui peut générer le moins de déchets possible. Il y a aujourd'hui beaucoup de familles qui opèrent pour faire le moins de déchets possible. C'est-à-dire qu'en un an, elles ne remplissent qu'un bocal d'eau. Et ça, c'est vraiment pour sensibiliser les gens, dire ce que je consomme, ce que j'achète, comment est-ce que ça va terminer? Est-ce que ça va participer? Est-ce que ça peut être recyclé? Ou est-ce que ça va être mis avec les déchets ménagers? Donc, depuis l'achat, on doit être sensibilisé à acheter quelque chose qui peut être recyclé, qui peut être revalorisé. En fait, un déchet, c'est jamais un déchet. On peut toujours en faire quelque chose. Il suffit de le collecter, de l'avoir disponible quelque part, mais on peut soit le recycler, soit le revaloriser en énergie. Et c'est ce qu'on tend à faire. C'est pour ça qu'il faut éviter le gâchis et que à la fois le tri à notre niveau, mais à un niveau beaucoup plus grand, et la valorisation d'autres déchets, les déchets industriels ou les déchets agricoles, tendent aussi à produire beaucoup d'énergie renouvelable. D'accord. Moi, je pense que ça fait beaucoup de choses intéressantes pour nos enseignants à partager avec leurs élèves et aussi pour inspirer pour l'écriture des nouvelles. Je vais peut-être en profiter pour refaire un petit point sur le concours. Donc, le concours Encre ton énergie qu'on propose, Moby 10 et J'apprends l'énergie, donc pour les collégiens. Notamment les 5e et 4e qui ont à la fois au programme l'étude du genre de la nouvelle, mais aussi l'étude des énergies et donc des thématiques de protection de l'environnement. Donc ce concours, il est ouvert à tous. Les élèves peuvent participer en groupe avec leur classe, mais ils peuvent aussi participer de manière individuelle. Donc ça peut être l'occasion pour quelques élèves qui aiment bien essayer leur plume de tenter quelque chose sur les thématiques de l'énergie. Vous pouvez aussi, je vais remettre le site de J'apprends l'énergie ici, puisque c'est plein de ressources qui sont disponibles et qui peuvent apporter des éléments pour l'écriture des nouvelles. Je vais également remettre ici le lien vers le concours. Donc, je pense qu'on a quelques participants, quelques enseignants dont la classe participe qui sont présents. Je crois en avoir vu parmi vous. N'hésitez pas à vous manifester si vous êtes encore avec nous. Et donc, je remets pour ceux qui voudraient peut-être s'inscrire et donc faire profiter de ce concours à leurs élèves. Et j'ajoute également, donc on a fait
un Padlet dans le cadre du concours pour justement regrouper toutes les ressources qu'on vous propose pour le concours. Donc, c'est-à-dire du côté de Mobidis et de Sondo, des livres qui vont être des livres et des nouvelles qui vont être accessibles sur Sondo gratuitement pour tous les participants. Donc, ça va être des nouvelles sur diverses thématiques et notamment sur des thématiques liées à la nature et à l'énergie. Et donc, on les met à disposition pour que les élèves puissent s'en servir pour décortiquer la nouvelle d'une autre façon, pour s'inspirer, pour se familiariser avec le genre et pour ensuite mettre en pratique et se lancer dans l'écriture. On a également mis en avant sur ce Padlet J'apprends l'énergie et les différentes ressources qui sont proposées. Et puis bien sûr, donc les participants pourront revisionner ce webinaire pour y retrouver quelques éléments qui pourraient être utiles dans l'élaboration de ces nouvelles. Et on a également le dernier webinaire qui a eu lieu donc dans le cadre du concours, qui était celui-ci avec Nathalie Paléret, bibliothérapeute, qui nous a fourni quelques conseils d'écriture. Donc là, c'était la partie encre et la partie écriture de Encre ton énergie. Donc ce webinaire, on peut le retrouver dans le Padlet pour revisionner ça et trouver un petit peu d'inspiration et d'idées pour mettre en pratique les exercices d'écriture. Et donc aujourd'hui, c'était plus la partie énergie, comme on a pu le voir, et donc pour en apprendre plus et avoir de quoi nourrir les écrivains en herbe. Donc, je pense que si vous avez des questions, on est encore là pour y répondre. Et peut-être que des personnes de J'apprends l'énergie voudraient rebondir par rapport au concours ou par rapport à ce qui était proposé. Merci Cécile. Merci Manon. Oui. Oui, complètement. Vous avez accès à pas mal de documents sur le site J'apprends l'énergie, justement. À moins que vous souhaitiez disposer des documents qui venaient de vous être présentés. Mais sinon, vous en avez plein sur ce site J'apprends l'énergie. Je vous invite vraiment à vous inscrire et à aller collecter toutes les ressources qui sont déjà disponibles. Vous avez plein de vidéos, vous avez vraiment plein d'articles intéressants. Et dans tous les cas, on doit pouvoir partager sans doute, mettre sur le site, ça c'est à vérifier, un minima le support qu'on a utilisé aujourd'hui. Oui, tout à fait. Je vais pouvoir l'ajouter au Padlet et ça fera partie justement des ressources disponibles, pour informer et pour continuer l'écriture. Ça marche. Ah bah c'est bien, il y avait beaucoup de merci. Ils y seront ajoutés, Aurélie. Ça marche. Merci pour vos messages. Eh bien, je pense que, donc, sauf s'il y a encore d'autres questions, mais on va pouvoir terminer l'événement. Merci à Ezekiel et à Neila pour donc, tout ce qu'ils nous ont apporté comme information aujourd'hui. Ah, merci Cyril. Et donc voilà, très bonne journée à tous et merci d'avoir participé à ce webinaire. Oui, merci de votre présence à tous. Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir. Bonne journée de terminer l'événement.